Bienvenue dans ce premier numéro de Sous Couverture pour 2025. Je reçois l'écrivain belgo-congolais Jean Bofan qui nous propose un roman mi-haïtien, mi-congolais qui s'appelle Nation cannibale et qui paraît chez Denoël. Je recevrai également Véronique Sels qui viendra avec quelques jours d'avance nous proposer son livre, Le Livre des Possibles, qui paraît le 15 janvier chez Genèse Éditions. Au rang des chroniqueurs, Michel Dufrane, Fanny Cuisset et Odile Van Helmont. Et puis un chroniqueur d'un jour, ce sera l'humoriste Richard Ruben. Göran Delpatuur sera là également avec son habituelle séquence sur les archives des anciennes émissions littéraires de la RTBF. Il a retrouvé des images de Marie Guevers, qui est une écrivaine flamande, mais qui écrivait en français au tout début du XXe siècle. Allez, c'est parti. You're about to witness something you never heard before. L'écriture, la littérature, la poésie. Est-ce que la poésie va sauver le monde? Quand il y a la nuit noire sur Haïti, bon, c'est les poètes qui s'en chargent. Ils s'en chargent à travers des joutes verbales, à travers la poésie. Notre invité de ce soir porte le nom de plume de Nkoli Jean Bofan. Il est né au Congo 6 ans avant l'indépendance du pays et il n'a cessé depuis de faire des allers-retours entre son pays d'adoption, la Belgique, et ce pays natal qui est aussi son pays de cœur, le Congo. Toute son œuvre est empreinte de cette double identité. Il va commencer par écrire pour la jeunesse avec ce livre « Pourquoi le lion n'est plus le roi des animaux » qui paraît chez Gallimard à la fin des années 90. Et puis, en 2008, inconnu du public adulte, il débarque chez Actes Sud avec Mathématiques congolaises, livre qui lui vaut le Grand Prix de littérature d'Afrique noire, entre autres prix. Depuis, il y a eu Congo Inc. et La Belle de Casa, tous deux parus chez Actes Sud. Et voici Nation cannibale, dont il vient nous parler ce soir et qui paraît chez Denoël. Bonsoir Jean Bofan. Bonsoir. Nation cannibale, c'est le nom de votre nouveau livre qui est édité par Denoël. Un livre qui nous emmène à la fois en Haïti, où les éléments sont déchaînés. On a à un moment donné la nuit noire qui va tomber pendant plusieurs jours entiers sur Port-au-Prince, et à la fois au Congo. Le Congo qui est depuis votre tout début, et on sait pourquoi, vraiment au cœur de votre œuvre. On rappelle que votre premier livre s'appelait Mathématiques congolaises, puis le second, Congo Inc., Congo Incorporated. C'est un livre dans lequel vous jouez à la fois avec des personnages existants, personnages qui sont notamment tous présents à la Biennale à Haïti, qui sont des écrivains bien connus, Alama Bankou, Dany Laferrière, plein d'autres, et puis à la fois avec la vraie veine que vous aimez, qui est celle de l'aventure et de l'imaginaire. Mais oui, mais là, je crois que oui, effectivement, je me suis laissé aller un peu. Je me suis laissé aller. Voilà, je ne trouve toujours pas de sens à la façon dont tourne le monde. Je trouve pas de sens, donc forcément, je pars dans le fantasmagorique, dans l'ésotérique, je cherche des solutions par là. Et que notre planète fonctionne un peu bizarrement. Voilà, il y a des choses qui sont là. Et évidemment, c'est très fantasmé, c'est très fantasmatique. Mais faut pas oublier que moi, j'ai toujours pris le Congo pour le centre du monde. C'est à partir du Congo que je regarde le monde. Alors, les liens entre le Congo et Haïti sont évidents, a priori, mais ils sont encore plus évidents qu'on ne le croit quand on vous lit. Oui. L'histoire, c'est celle d'un écrivain congolais qui s'appelle Faust. C'est d'ailleurs un nom de plume, parce qu'il s'appelle Faustin. Mais Faust, c'est bien pratique pour... Ça donne bien. Ouais. Ça rejette, quoi. Le petit côté faustien, justement, de ce personnage. C'est un écrivain qui a un MeToo aux fesses, comme on dit. Il part en Haïti, soi-disant faire des recherches, mais surtout se cacher. Voilà. Et c'est lui qui va être le lien entre ces deux pays. Mais l'autre lien, c'est précisément la situation actuelle d'Haïti, que vous décrivez évidemment dans ce roman, qui est pire encore que celle du Congo. C'est un des pays, si pas le pays le plus pauvre du monde, mais en proie à une violence phénoménale. Une violence phénoménale, et il y a quelques semaines ici, j'ai eu un ami au téléphone, et c'est très difficile de les avoir au téléphone, on les a de temps en temps, et lui j'ai eu au téléphone il y a quelques semaines, là, et il m'expliquait, il dit, tu sais, Jean, tout ce que tu m'as raconté sur le Congo, avec la violence politique qui règne là-bas, avec toi qui prends des armes, etc., etc. Il dit, je suis en train de le voir. Les Haïtiens, qui sont venus aussi d'ailleurs au Congo, peu après l'indépendance, ils étaient 1000, enseignés aux enseignants, aux futurs enseignants. Si, aux futurs enseignants. Et moi, les gens de ma génération, on a tous eu au moins un professeur haïtien. Moi, le mien, c'était un professeur de gymnastique. Mais en tant que professeur de gymnastique, le gars était beau comme un dieu.
comme un demi-dieu, avec en tenue de gymnaste, et chaque exercice qu'il faisait, il nous le montrait. Donc il était fabuleux, cet homme. Et ce qu'il y a, c'est qu'on avait eu cet avantage, c'est d'avoir eu des hommes et des femmes à la peau noire. Quand on était dans le suprémacisme blanc le plus total, le blanc c'était la référence. Et puis là on a des noirs qui sont aussi intelligents, ou si pas plus que les blancs qui nous enseignent, parce qu'ils nous enseignent un peu plus quand même. Les blancs nous enseignaient pas grand-chose. Donc voilà, c'était très important pour l'estime de soi, par exemple, qui était importante à cette époque-là. Votre personnage se retrouve donc à Port-au-Prince et en même temps se déroule une espèce de coup d'État au Congo qui est en lien dans l'histoire, on le verra bien, pour celles et ceux qui vous liront, ils comprendront. Cette espèce de coup d'État, on va l'appeler comme ça, est très particulier parce qu'il y a un personnage là au centre qui est un personnage presque secondaire et en même temps il est incroyable. C'est un homme de 140 ans. 140 Alors ans. ça évidemment c'est le côté fabuliste de votre roman, mais cet homme c'est un coupeur de pluie. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Voilà. Et on l'a appelé le grand calculateur parce que du temps de Léopold II, c'est lui qui calculait les mains coupées. Et voilà, c'est lui qui était là. Parce que bon, les mains coupées, c'était pas une question de cruauté, hein. C'était une question de comptabilité. D'économie des munitions. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chasser, d'aller tuer des gens, d'accord, mais tu chasses aussi parce qu'il faut manger. Vous partez en opération 3-4 jours, il faut manger. Donc on tue un animal, une petite antilope, un singe pour manger. Et puis le Belge a décidé que ça coûtait trop cher en munitions, donc chaque munition devait être comptabilisée. Une balle égale une main. Donc lui, on l'appelait le grand calculateur parce qu'il suffit de calculer le nombre de munitions qui sont parties au Congo et puis on a le nombre des morts. Donc voilà, lui, il avait ce secret-là. Et ce personnage, 140 ans, parce que voilà, je me suis laissé aller. Je voulais qu'il participe à toutes les exactions possibles. À toutes les exactions. C'est un grand spécialiste de couper les mains. Puis on le retrouve plus tard pour découper Lumumba. C'est le seul grand découpeur d'êtres humains qui reste en gros au Congo. Donc on fait appel à lui. Et il vient découper Lumumba. Aux côtés d'un gendarme belge qui a fait des confidences avant de mourir d'ailleurs. Un gendarme belge qui était belge, mais aujourd'hui quand vous regardez sur Wikipédia, parce que je parle quand même de littérature dans mon roman, je parle quand même de littérature et d'écrivains, et la personne qui a découpé Lumumba, aujourd'hui, si vous regardez sur Wikipédia ou sur n'importe quel dictionnaire, c'est un écrivain. Parce qu'il a écrit un livre sur la découpe de Lumumba, sur la mort de Lumumba, qui s'appelle La Reine en français, et il est présenté comme écrivain belge, comme moi. Ça fait froid dans le dos. Donc voilà, Gérard Soult. On parlait aussi du côté coupeur de pluie. Alors, il faut quand même expliquer ce que c'est. Et oui, il y a des gens qui ont cette technologie, qui ils parviennent à couper la pluie ou faire tomber la pluie quand il faut, ou bien alors couper la pluie quand on a besoin qu'il n'y ait pas de pluie parce qu'il y a une soirée ou il y a un meeting politique. Moi, j'étais publicitaire à Kinshasa. Mon métier, c'est la publicité, j'étais publicitaire. Nos équipes, quand il y avait le tournage 3-4 jours et que c'est la saison des pluies, vous engagez un coupeur de pluie. Et il se met là, et le site, et moi j'ai assisté, où il pleuvait sur toute la ville, sauf sur le site où je travaillais. Non, j'ai vraiment vécu. C'est pour ça que ce livre, il a l'air fantastique quelque part. Il y a un côté fantastique, il y a un côté... Je crois que j'ai dépassé même le surréalisme. On est plutôt dans le réalisme magique, là. On est très très loin. Mais c'est des choses qui existent. Ces coupeurs de pluie existent. C'est un livre dont la clé aussi, c'est l'écriture et la poésie avant tout. L'écriture, la littérature, la poésie. Est-ce que la poésie va sauver le monde? Quand il y a la nuit noire sur Haïti, c'est les poètes qui s'en chargent. Ils s'en chargent à travers des jeux de verbal, à travers la poésie. Vous y croyez à ça? Comment? Vous y croyez? Mes amis dernièrement en Haïti, je parlais avec une amie qui me disait que oui, il y a un pote à lui avec tous les barrages qu'il y a à Port-au-Prince actuellement, on arrête les gens, etc. Lui, il a échappé à un barrage en récitant de la poésie et il s'en est sorti. Donc, il n'y a que la littérature, sinon il n'y aurait pas ce livre-là, disons pour ma part. Ok. Pour ma part, en tout cas. Belle conclusion. Vous restez avec nous, Jean Beaufane. Nation cannibale, c'est donc le titre de votre livre qui paraît chez De Noël. On vous retrouve tout à l'heure pour parler d'autres choses encore, et notamment de certains des personnages réels qui sont là-dedans. On va en parler. Mais tout d'abord, le coup de cœur de Michel Dufresne en matière de littérature noire. C'est un polar venu du froid, celui-là. Quel est le meilleur polar scandinave du moment? Celui écrit par une Française, évidemment. Johanna Gustafsson et Morsure du silence aux éditions Kellman Levy. Nous sommes en Suède, sur l'île qui fait face à Stockholm. Et par un beau matin, comprenez la nuit noire,
sympathique, comprenez la neige, la veille de la Sainte-Lucie, vous savez, cette grande fête où les petites filles sont habillées en eau blanche avec des bougies sur la tête et les petits garçons de jolis petits chapeaux de lutin, on découvre, à côté d'une école maternelle, le cadavre d'un petit garçon habillé avec une aube blanche et des petites bougies sur la tête. Alors quand je dis petit, il a quand même 17 ans, c'est un ado et les enquêteurs vont s'emparer de l'affaire, d'autant que 23 ans auparavant, on avait trouvé au même endroit une petite fille, enfin plutôt une adolescente, habillée d'une petite aube blanche avec des petites bougies sur la tête. Et quel est le lien entre ces deux affaires? Nous sommes dans du pur polar scandinave, avec tous les codes du polar scandinave. Deux enquêteurs qui ont des vies privées complexes, une société suédoise très policée en apparence, mais lorsque vous grattez la surface, on trouve violence intradomestique, pédophilie, viol et autres. Mais ce qui est intéressant dans celui-ci, et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, les meilleurs polars scandinaves sont écrits par d'autres que des auteurs suédois, c'est qu'il est écrit par une Française. Alors certes, une Française qui s'appelle Gustafsson, parce qu'elle a épousé un Suédois, qu'elle vit là-bas, mais elle met le doigt en permanence sur tous ces petits détails de la société, toutes ces habitudes qui ne sont pas décrites dans les romans suédois, mais qu'elle nous décrit pour nous, lecteurs francophones, afin qu'on comprenne, qu'on sourie, qu'on grince des dents et qu'on voit quelles sont les mécaniques qui sont en fait à l'œuvre dans la société suédoise. Et de ce point de vue-là, ce roman est beaucoup plus riche, même si, à l'instar de tous les polars scandinaves, ce qui compte, c'est certes l'enquête, mais les interactions entre personnages, les révélations et le rythme. Donc, vous voulez lire du polar sombre, efficace, qui se déroule sous la neige et dans la nuit, allez-y. Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson aux éditions Kehlmann Levy. Bienvenue dans Réminiscence, la séquence qui vous fait voyager dans le passé sans quitter votre divan. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans un grand manoir près d'Anvers, le manoir de Missembourg. C'est là que l'autrice belge Marie Gevers a passé toute sa vie. Elle y est née en 1883, elle y est morte en 1975, et c'est là qu'on va la retrouver au mois de novembre 1969, entourée de ses petits-enfants. À ce moment-là, elle a 85 ans, c'est la doyenne des auteurs belges. Et mon collègue de l'époque lui demande justement ce que lui inspire ce statut. Mais beaucoup de richesse, de souvenirs. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir comme premier ami littéraire Émile Vérard. Ça, c'est une grande chance. Et c'est une simple... Je suis un être qui a eu de la chance. Cette première chose a été que j'avais une petite camarade de 14-15 ans qui habitait Bornholm mais qui était la fille de la sœur d'Émile Vérard. Et je lui écrivais déjà des poèmes à ma petite amie en vers, Dieu sait avec quelle naïveté. Et alors un jour je suis allée là, je n'arrivais pas en des vacances et j'ai vu un grand monsieur avec une grande moustache. Et il tenait en main ma lettre en vers. Et il dit, c'est vous qui avez écrit ça? Oui, monsieur. Je devinais que c'était Vérard. Continuez, a-t-il. C'était tout pour la première fois. Il y aura d'autres rencontres entre Marie et Émile Verhaeren. D'ailleurs, le grand poète belge sera le premier à donner des conseils d'écriture à Marie Gevers après avoir lu ses autres poèmes. Il m'a dit, j'ai souligné, j'ai indiqué ce qui est le meilleur. Inutile de vous indiquer les fautes, il faut beaucoup mieux indiquer ce qui est bon, ça vous donnera le niveau de ce qu'il faut faire. C'était beau comme indication pour un enfant, parce que le reste aurait pu me décourager. Si on dit, elle a des défauts, alors c'est fichu. Pour Marie, en tout cas, ça n'a pas été fichu. La Flamande d'origine paysanne a composé une œuvre pléthorique en français avec des romans, des poèmes, des contes pour enfants et même des traductions. Une œuvre inspirée par la nature et par le manoir de Missembourg où elle a été éduquée par ses parents. En hiver, on fut très isolés et j'étais la plus jeune de 6 enfants. Et mes grands frères étaient déjà à l'école, à l'université. Moi, j'étais toujours ici, en contact, et des parents épris de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui était la liberté, ce qu'on appelait la liberté surveillée. Je faisais tout ce que je voulais au jardin, mais voilà. Et j'ai une défense, ne pas lire le matin. Le matin était pour le jardin.
Parce que sinon j'aurais trop lu. On ne lit jamais trop, Marie. Tiens, saviez-vous que le manoir de Missembourg avait été hanté par le fantôme d'un bandit qui avait été décapité après sa condamnation? Ce fantôme, le fantôme Guldentop, qui revenait dans le château pour récupérer son trésor sans sa tête. On écoute Marie nous raconter son histoire. Eh bien, il se fait que Guldentop, ayant été guillotiné, est arrivé chez Saint-Pierre. Il a voulu entrer au paradis, puisque, dit-il, il avait tout de même eu l'extrême onction. Et Saint-Pierre lui a dit, quoi, toi, ici, vilain brigand, tu crois que je vais te laisser entrer? Retourne, cherche ton trésor que tu as enterré, là, à Missembourg, et restitue. Comme on lui avait coupé la tête, ça lui avait dérangé la mémoire. C'est très logique, n'est-ce pas? Et alors, il n'a jamais trouvé son trésor. Et nous l'entendons encore toujours, de temps en temps. Il tapote, il cherche au jardin, au grenier, il cherche partout. Ah, moi, j'aime vraiment beaucoup cette anecdote. Allez, que relire de Marie Guevers? C'est bien Guldentop, histoire d'un fantôme, un livre paru en 1935 et qui raconte la jeunesse de Marie Guevers et puis quelques légendes locales. Et puis peut-être aussi son roman le plus célèbre, La Comtesse des Digues, paru en 1931. Un roman basé sur l'histoire vraie d'une amie de Marie Guevers et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va pouvoir exercer le métier d'un homme, celui de surveillant des digues de l'Escaut. C'est un roman féministe avant-gardiste. Allez, tout de suite, la suite. Une romance, un faux couple, un passé douloureux et des secouristes, ce sont les thèmes du nouveau roman d'Emma Green, À nos cœurs battants, chez Éditions Addictive. Romeo Cruz est un secouriste à Chicago, travailleur acharné. Il aime sa famille et sortir avec ses amis. Rien ne semble pouvoir perturber sa vie. Jusqu'au retour de Maxima Miller, la meilleure amie de son grand frère, cette fille dont il était amoureux pendant toute son adolescence. Mais il y a 3 ans, Max a quitté Chicago du jour au lendemain sans un mot ni explication. Malgré son retour et des excuses, Roméo ne parvient pas à la pardonner. La meilleure des solutions, l'ignorer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Max travaille désormais dans sa caserne et semble déterminé à retrouver une place dans sa vie. Malgré lui, Roméo reste fasciné par cette femme mystérieuse et indépendante. Pour couronner le tout, leur chef ne cesse de draguer Max. Et Roméo, lui, ne supporte plus de travailler avec son binôme. Max lui propose un marché, faire semblant d'être en couple. Mais cette mise en scène suffira-t-elle à apaiser les tensions du passé? Comment Max parviendra-t-elle à surmonter les souvenirs douloureux qui ressurgissent? Et surtout, comment géreront-ils cette attirance qui ne cesse de grandir? Quel bonheur de retrouver le duo d'autrices derrière le pseudo Emma Green. Ce livre confirme leur talent pour créer des histoires d'amour contemporaines. Un couple improbable comme on les aime. D'un côté, le jeune Roméo au passé de rebelle mais au grand cœur. De l'autre, Max, une femme qui n'a peur de rien et besoin de personne. Ce faux couple qui va se découvrir, guérir et avancer ensemble vers une nouvelle destinée. C'est aussi un roman bouleversant, un véritable ascenseur émotionnel. Il nous fait passer de la joie à la peur, de la tristesse à la rage, car avec leurs mots, le duo d'Emma Green nous plonge dans la pression quotidienne vécue par ces secouristes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Certaines scènes sont si palpitantes qu'on en retient son souffle et il est parfois difficile de ne pas verser une larme. Les autrices abordent aussi avec justesse les thèmes de la violence conjugale et la relation d'emprise. Elles posent une question essentielle. Est-il possible d'avancer et aimer après une vie volée? Réponse dans cette romance addictive à l'image de sa maison d'édition qui la publie. C'est À nos cœurs battants d'Emma Green chez Éditions Addictive. La deuxième invitée belge de cette émission, c'est Véronique Sels. Bonsoir. Votre Bonsoir. livre s'appelle Le Livre des possibles. Il paraît chez Genèse Éditions. Il commence pendant la guerre, en 1943, lorsque Justine, dans un train, dans les toilettes d'un train, découvre un landau abandonné, un petit bébé qui est dans ce landau avec un livre en dessous de l'oreiller, un livre qui va devenir un des protagonistes, si pas le protagoniste principal de ce roman. Elle va décider de prendre cette petite fille avec elle et va commencer une nouvelle vie pour elle parce que c'est une jeune femme qui n'était absolument pas prédestinée à être mère. Non, elle était étudiante en physique et très jeune pour prendre un enfant. Dans sa famille, son frère, ses parents sont déjà un petit peu engagés dans la résistance. Elle est un petit peu mise de côté. Ils veulent qu'elle continue ses études et donc ça va être un enjeu pour elle. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce bébé ou je le laisse? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle n'a aucune information, effectivement, sur qui il pourrait être.
Elle ne sait même pas dans quelle langue le livre est écrit. Le livre sous la tête de ce bébé, c'est ce livre des possibles qui donne son titre à ce roman. C'est un roman qui est une déclaration d'amour à la littérature, non? Oui, j'espère bien. Il m'a été... impulsé, l'idée de le faire m'a été impulsée quand, le jour où on a tous appris que Salman Rushdie avait reçu 11 coups de couteau et qu'on ne savait pas s'il allait survivre, il était très très mal en point. Et je me suis posé un tas de questions par rapport à la lecture, par rapport à la littérature, ce que c'était pour moi. J'ai eu envie vraiment de raconter quelque chose, pas tragique, quelque chose de quand même un peu fabuleux, parce que je pense qu'on a un peu besoin de fables aussi. Il y a une forme de merveilleux dans l'idée que voilà. Ce livre, il se modifie au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des personnes qui le lisent et des moments où ces personnes le prennent en main, parce que la même personne peut, 3 jours après, ne pas lire la même chose dans ce livre. Oui. Donc ça, c'est l'aspect merveilleux. Et il accompagne en fait chacun des membres de cette famille. Il va permettre à chacune et à chacun de se réaliser, quelque part. De se réaliser ou parfois de se compliquer l'existence, parce que déjà, la littérature, par définition, n'est pas quelque chose forcément simple. Elle est comme la vie, et la vie n'est pas simple. Donc je n'ai pas éludé cette complexité, j'ai pas essayé de faire quelque chose d'angélique, ouvre ce livre et tu trouveras ton chemin, ce n'est pas du tout ça. Certains s'y perdent un petit peu, certains s'y trouvent complètement, d'autres sont agacés par les livres parce que c'est encombrant. Il y a un personnage magnifique qui est ce personnage que Blanche, la petite fille, enfin le bébé du début, va se choisir comme compagnon et qui lui refuse non seulement de lire, mais qu'elle lise chez lui, parce que pour lui le livre c'est vraiment tout ce qu'il déteste. Absolument. Donc c'est sur 4 générations, on va voir dans la famille, chaque élément de la famille avoir une approche très personnelle des livres, de la lecture. Le mari de Blanche, lui, il va avoir des difficultés parce qu'il est dyslexique. Il était dans une famille assez cultivée et lui n'a pas suivi le mouvement, je dirais, de la famille. Il se sent un peu exclu et lui, il déteste que sa femme lise. Je pense qu'il n'est pas le seul. Et justement, j'allais vous demander, quel est votre rapport aux livres? Pas le vôtre, mais les livres en général. C'est quoi pour vous, la lecture? Je pense que mon rapport au livre est précisément le même que celui de cette héroïne, qui pourtant est née beaucoup plus tôt que moi, qui a l'âge, je dirais, plutôt de ma maman. Je pense que cette héroïne m'a été inspirée par ma maman, pour qui lire a été une équation de survie. Elle a été cachée pendant la guerre, et donc elle n'avait que les livres, et les livres sont devenus tout. Les mots ont pris une importance incroyable. C'est ce que je fais passer dans cette héroïne. Et je pense que cette Blanche, elle a transmis ça à ses enfants, comme ma mère me l'a transmis, sans jamais me le dire finalement. Elle ne m'a pas dit « lis ». J'ai découvert l'importance absolue qu'elle donnait à la littérature. Et je la soupçonne de m'avoir dit en silence, écrit. Aussi. Et peut-être précisément ce livre aussi, alors. Peut-être, oui. Le livre des possibles, c'est donc le titre de votre roman qui est paru chez Genèse. Véronique Sels, merci d'être venue en parler. Merci. On va rejoindre maintenant Richard Ruben, l'humoriste Richard Ruben, qui, il y a 30 ans, était le premier humoriste belge à s'inviter à Forêt Nationale. Eh bien, il y retourne 30 ans plus tard. Il y sera donc le 27 mars prochain. Et en attendant, il nous propose une lecture qui lui semble, à lui, très importante. Je vais vous parler du livre de Caroline Vlominck. Alors ce nom peut-être ne vous dit rien. Caroline Vlominck, c'est une autrice belge, il faut le souligner, avec un talent monstrueux. Moi j'ai pris ça comme une claque dans la figure. Alors là il s'agit d'un recueil de nouvelles. Ça veut dire encore un recueil de nouvelles, mais c'est pas n'importe quoi. Ce sont des histoires tout simples de déchéances humaines dues à la fatalité ou au vice qui s'abat sur ces personnages. Alors c'est assez incroyable parce que ce sont des personnages très humains mais dont la vie a torturé l'itinéraire. Une histoire qui m'a marqué, c'est l'histoire d'un directeur d'une multinationale agroalimentaire qui est sans foi ni loi
et il se fait harceler par un journaliste d'investigation, c'est un peu son boulot, jusqu'à le séquestrer. Alors on se demande finalement qui est le bon là-dedans. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une dualité. La fin ne se passe jamais comme prévu. Il peut y avoir des retournements de situation, je ne vais pas vous spoiler l'histoire. Une autre histoire, par exemple, dans ces 5 histoires, un jeune couple bourgeois s'installe dans un quartier et achète une maison, ils ont les moyens, et leur voisine est une femme âgée qui a une maison plus belle qu'eux, et ils décident de la harceler pour lui reprendre sa maison. Alors vous voyez, cette espèce d'opposition, c'est un petit côté lutte des classes. Oui, c'est une lutte des classes modernes. Alors moi j'ai beaucoup aimé le style incisif, ça s'appelle incisif justement parce qu'on est entre la cruauté et la jubilation. On sort de là marqué. C'est des petites histoires qui sont quasi des romans ou des courts-métrages, voire on pourrait de chaque histoire extraire un scénario pour un long métrage. On est entre Coralie Farja, vous savez, qui a fait de Substance, et les frères Cohen. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je vous conseille vraiment de lire ce premier opus de Caroline Vlominck, ça vaut vraiment la peine. Et moi, j'ai été cueilli. Alors j'espère que vous serez cueillis comme moi. Et nous retrouvons Jean Boffan. Jean, dans votre livre Nation cannibale, il y a plein de personnages réels. Et il y en a notamment un, Mohamed Bougarsar, qui est un récent prix Goncourt, qui, entrant dans une salle, dit « Il est là, Jean Boffan ?» C'était une manière de dire « Je connais le Goncourt » ? Non. Hein. Non, parce que bon, on parle d'un écrivain congolais quand même. Donc voilà, il fallait quand même que je cite les écrivains congolais qui sont là et que celui-là est inventé. Donc voilà, je voulais pas jeter le ostracisme sur les écrivains congolais. Donc, il y a une petite note en bas de page qui dit « Jean Boffan, né en 1954 ». Écrivain congolais, né sur l'équateur. Oui, voilà, mais je parle de tous ces... C'est tous des amis, hein. Ça dit que bon, quand j'ai fait parler, je sais comment ils parlent. Je sais plus ou moins ce qui se passe dans leur tête. Je connais mes personnages, là. Beaucoup sont là, les Samy Tchak, les Laferrière, Trouillot, Bougarsar, Blaise Ndala, Fiston Mwanza là. Des écrivains francophones qu'on intitule francophones. Mais c'est-à-dire que je voulais faire une espèce de fête du livre, quelque part, avec on parle de littérature, hein, donc voilà, dont les écrivains sont là, les attachés de presse sont là, les journalistes sont là, voilà, il y a tout, tout le monde, tout ce qui fait la chaîne du livre est présent. Le travail de l'écrivain, les états d'âme de l'écrivain. Il y a aussi des gens qui ne sont pas écrivains. Est-ce que ce genre de choses vous dit quelque chose ? Ça, c'est l'artiste. L'artiste qui doit se libérer et créer une œuvre, ça, c'est Freddy Tsimba. Ouais. C'était en fait le premier, j'avais mes quelques personnages j'avais créé. Le premier, c'était à être réel, c'était Freddy Tsimba. Alors Freddy Tsimba, c'est quand même un personnage particulier. Parce que l'histoire que je narre dans Nation cannibale, elle est vraie de A à Z. Vous allez la raconter alors. Oui, Deux mots. Freddy Tsimba, c'est un homme qui travaille des sculptures de très grande taille à partir de douilles. Un travail de douille, il prend des douilles, il les soude ensemble et il fabrique des œuvres merveilleuses. Vraiment, c'est des merveilles. Vous avez été commissaire d'une exposition. J'étais commissaire d'une expo au musée Tervuren qui a traîné quand même pas mal de public. Très très belle expo. Et voilà, on a fait ça ensemble parce qu'on est des amis très très proches. Et là, je voulais parler de l'histoire qui a à Freddy Tsimba. Alors, cette histoire, elle se passe dans le Kivu, si je ne me trompe pas. Dans Kisangani. À Kisangani. Oui. Et il va chercher des douilles, parce qu'il lui faut sa matière première pour faire, puisque c'est lui qui les assemble au fer à souder, pour faire ces grandes sculptures. Il va sur le champ de bataille, si on peut dire. Mais là, il lui arrive la mauvaise histoire, c'est qu'il se fait arrêter par des soldats ougandais, et comme on le trouve avec des douilles, c'est très suspect. Qu'est-ce que tu fais? Il fait des douilles, t'es un espèce de terroriste. Il fait non, je suis chaudronnier. Je fabrique des casseroles en cuivre. Mais il n'avait jamais fabriqué de casseroles en cuivre dans sa vie. Puis alors on lui dit, bon, vas-y, fabrique une casserole pour montrer que t'es vraiment chaudronnier. Donc le gars est obligé de fabriquer une casserole. Il m'a dit, Boffan, ça m'a pris 10 heures pour faire fondre ça. Donc il a commencé, je sais pas quand, il a terminé la nuit. Et puis voilà, mais on verra dans la suite, il y a la suite de l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas là. Non, elle s'arrête, elle fait commencer là. Donc, il y a un autre personnage que vous allez reconnaître tout de suite, parce que sa bande-son, c'est celle du livre, on va dire. Écoutez, savourez le quartier latin. Oui, c'est une icône au Congo. C'est une icône, je dirais même une icône controversée.
comme on dit en français. Donc voilà, mais c'est une star totale chez nous dans notre pays. Il est emblématique d'une certaine façon d'être, une façon de penser. Et voilà, je voulais en parler. Koffi Olomide, dont vous dites dans une des scènes là, qui se passe à la présidence, que ses mouvements pelviens et sa voix et sa barbichette blanche envoûtent littéralement la salle. Et le président et le public qui est là. Et puis, je voulais quand même vous montrer ceci. Je pense que vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. C'est la bande-annonce d'un film, un documentaire. Oui. Soundtrack pour un coup d'État. Exactement. Vous y jouez votre propre rôle. Je joue mon propre rôle. Il vient de sortir, il est sorti en 2024. Il vient de sortir et il a beaucoup de succès dans le monde entier. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être dans votre propre rôle dans ce documentaire? Ça dit que Johan Grimont-Pré, le réalisateur qui est belge, il est belge, mais il travaille aux États-Unis. Il est néerlandophone. Il a besoin d'archives pour son film sur Lumumba. Et il a besoin d'archives familiales, d'archives. Il est venu à Tervuren et il se fait que j'ai les archives de notre famille qui sont à Tervuren, que j'ai mis là en dépôt, parce que ça peut servir à tout le monde et ils sont à l'abri là-bas. Et donc, et puis Johan Grimont-Pré est tombé dessus, parce que c'est quand même des films de 16 mm, d'une très très belle qualité. C'était notre père qui filmait. À l'époque, il a filmé avant ma naissance. Donc, on me voit, j'ai 5 ans, on me voit quand j'ai 10 ans à la rébellion, 5 ans juste avant l'indépendance. Juste avant l'indépendance, oui. Enfin, non, à l'indépendance, mais moi j'avais 6 ans après, au mois d'octobre. Donc j'avais 5 ans à l'époque, et puis on me retrouve dans ce film, et en fait je suis... et puis après on me voit lire un extrait de Congo INC, mais en fait je suis le seul qui est encore vivant. C'est un prolongement ou c'est un miroir de ce que vous avez fait ici? Parce qu'on a presque l'impression que c'est la même histoire. Oui. Oui, c'est toujours cette histoire qui est complètement absurde, qui est très très violente. Parce que dans Soundtrack pour un coup d'État, c'est quand même un épisode où je raconte comment on a voulu nous tuer, quoi. Et comment on a pu réchapper. Parce que ça aussi, ça parle quelque part d'esclavage et libération. C'est-à-dire, on veut nous tuer, et ma mère qui est là, qui pleure, qui supplie. Mais au moment où le type sort la machette pour nous tuer, c'est là qu'elle se révolte. Et voilà, c'est toujours cette histoire de conquérir son indépendance, conquérir sa liberté. Et elle s'est révoltée. Et le fait qu'elle s'est révoltée, si on aurait été tué. Si elle avait continué à se soumettre et à pleurnicher, on serait mort aujourd'hui. Donc c'est un peu toujours, ça participe toujours à la même chose. Et la violence politique, je la connais depuis toujours. Je suis né là-dedans. Je suis né sous la colonisation quand même. Et donc on essaie de trouver les façons d'échapper à la violence politique. Et ce roman en est une belle preuve. Nation cannibale, je rappelle ce titre de ce roman paru chez Demel. Merci Jean Boffan d'être venu nous voir. On va à présent rejoindre Odile Van Helmont pour un conseil en livre de poche. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les marais sombres et poisseux de Visqueuse, le roman fascinant de Morgane Cossarieux. C'est publié au Diable Vauvert. Une plongée risquée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Nous sommes en 1936, en Franche-Comté. Arsène, artisan fromager, découvre une vouivre, cette créature mi-femme, mi-serpent, dans un marais. Ses yeux s'arrêtent sur ses formes généreuses, sur le rubis qui orne son front, et ni une ni deux, il la capture et l'enferme dans sa cave d'affinage. Et c'est ce roman, construit en plusieurs voies, qui explore les dessous de notre monstresse. Arsène, homme brutal tiraillé entre fascination, passion et répulsion. Huguette, sa fille boiteuse et solitaire qui voit en la vouivre une semblable, et sœur Louise Simone, une nonne naturaliste qui souhaite percer tous ses secrets. Au fil des pages, bien sûr, le mythe vacille. Ce qui semblait surnaturel s'ancre d'une façon encore plus troublante, que je m'interdis cependant de vous gâcher. Le personnage clé de ce roman, la vouivre, incarne une humanité totalement désarmante. Elle ne désire qu'une chose, être acceptée. Bon, ça est la vengeance, mais je vous l'ai dit, je ne vous en dévoilerai pas plus. Avec Visqueuse, Morgane Cossarieux continue sa revisite des figures de légende folkloriques. Elle avait fait revivre le loup-garou avec Vertèbre, le vampire avec Dantéven et la vouivre ou la sirène ici. Sauf que cette fois-ci, elle inclut ses propres dessins à chaque chapitre et l'immersion n'en est que plus parfaite. Elle installe une nouvelle fois ces créatures au creux de la ruralité française, ravivant par là même le parler local, les paysages régionaux typiques, mais aussi une sous-culture moins connue. Dans Visqueuse, il s'agit des freaks du cinéma classique, comme Nosferatu, Frankenstein ou encore les monstres de l'île du docteur Moreau. Et comme précédemment, on retrouve entre ces pages l'écriture si particulière de Morgane Cossarieux. Une écriture brutale,
brutale, crue, mais aussi poétique et envoûtante. Une écriture qui ne détourne jamais les yeux des sujets les plus dérangeants. Abus de tout type, violence, rejet, pourtant tout est traité avec intelligence et délicatesse. La vouivre, loin d'être un simple monstre, devient le miroir des noirceurs de notre monde. Visqueuse est en résumé un conte cruel sur la marginalité et les légendes folkloriques. Il bouscule, interroge. Certains passages peuvent déranger, choquer. Ce roman ne s'adresse donc qu'aux lecteurs et lectrices avertis. La violence de l'histoire est sans concession, mais elle pousse à réfléchir sur la monstruosité, plus présente chez l'homme que chez les prétendues créatures qu'il tient en horreur. Alors si les contes d'Andersen ou des frères Grimm réveillent en vous une douce nostalgie un peu morbide, vous devriez vous sentir parfaitement chez vous avec Visqueuse. C'est à découvrir au Diable Vauvert et c'est signé Morgane Cossarieux. On arrive doucement au terme de cette émission, une émission que vous suivez bien entendu à la fois sur la 3 et sur Ovio. Vous le savez, on peut aussi nous retrouver sur le Facebook Culture de la RTBF avec des séquences tout à fait inédites. Et puis une dernière recommandation avant de se quitter, c'est celle-ci. Julien Joanneau qui nous propose 2 litres et demi, un livre qui paraît chez Maurice Nadeau, un livre qui m'a vraiment ébranlé parce qu'il se déroule sur une unité de lieu et de temps très étroite. Nous sommes en 1916 sur le front de la Meuse et un soldat va se retrouver emprisonné dans un trou d'obus, c'est-à-dire qu'il est au milieu d'une explosion et il se réveille, il est le seul survivant. Il se retrouve donc avec 2 litres et demi d'eau en tout et pour tout et il doit survivre. Et tout le roman consiste à nous raconter comment il va tenter de sortir de ce trou et toutes les pensées évidemment qui lui viennent à l'esprit, c'est-à-dire il a 17 ans, il veut absolument continuer à vivre, il veut commencer sa vie, il ne veut pas finir là et tout l'assaille. C'est extraordinaire, c'est d'une puissance à la fois poétique et magnétique. Très bon roman pour ce début d'année.